Bonjour. Bonjour. Alors pourquoi un si long silence? Pourquoi est-ce que ça fait plusieurs semaines qu'on n'a pas posté? Eh ben parce qu'on est rentré et que, en fait, c'est pire qu'en voyage, on n'a pas beaucoup de temps. Voilà, on est rentré le 12 juillet en France et depuis, en fait, on n'arrête pas de profiter de notre famille au maximum. Ça veut dire quand même pas mal d'allers-retours de la Normandie vers Nantes. Et puis maintenant qu'on est ici, on profite un peu. Coucou! Alors on est à la pêche, ça marche du tonnerre de Dieu. On est avec notre petit canoë. Youhou! Combien? Plein. Regardez ça. Ça n'a rien à voir. 1 460. Et du coup, on n'a pas eu le temps de se consacrer aux vidéos. Ce que je ne voulais pas faire parce qu'après on est beaucoup moins dans le voyage et qu'il faut faire travailler la mémoire. Et c'est difficile. Bon alors c'est un peu comme l'an passé où il y a 2 ans plus tôt, on s'est trouvé décalé entre ce qu'on raconte en vidéo et la réalité de notre voyage. On s'est trouvé décalé de quelques semaines à la fin du voyage, 3 ou 4 semaines, et on a ajouté donc cette période de 4 semaines ou 5 semaines là qui correspond à l'été. Donc on est maintenant tenu de parler de ce qu'on a vécu il y a 6, 7, 8 semaines. Et on va le faire, et donc on va faire ça sur les 3 derniers épisodes à peu près qui vont clore la saison. Et puis après on fera un vrai break. Mais donc on va reprendre notre voyage là où on l'avait laissé, c'est-à-dire après la remontée d'Amazonie à l'est de Cusco. Alors cette remontée d'Amazonie nous a fait traverser une route assez difficile pour parvenir à Cusco. Et à Cusco, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, entre guillemets, boudé la ville. On s'est donc pas du tout arrêté à Cusco, on s'est contenté de traverser la ville. Et cette traversée n'a pas été très facile parce que, il y a, Comme toutes les traversées de ville, comme en toutes les fait. traversées de ville en général, Il y a beaucoup de monde. Il y a des gens des véhicules partout qui nous doublent par la droite, par la gauche, des véhicules, des bus qui arrivent, on ne sait pas trop d'où, des taxis, des piétons qui traversent, beaucoup de bruit, beaucoup d'animation. et j'ajouterais qu'on a eu un peu des problèmes, ça paraît un peu stupide comme ça, mais pourtant c'est vrai, des problèmes d'itinéraire tout simplement. Ah putain de merde. C'est n'importe quoi. Quand tu vois par quoi il nous a fait passer, mais c'est débile. Faut faire 90 km. Pour trouver de l'essence? Non, pour trouver l'endroit où dormir, pas trop. Ah. 90 km, c'est la nuit noire. On avait un peu de mal à trouver la bonne route. Non pas tant que les routes n'existaient pas, au contraire, il y en avait plusieurs qui semblaient à peu près équivalentes à quelques heures près, mais Google Maps ou Maps.me ou Osmand ne nous donnaient pas tout à fait les mêmes informations. Et à la fois pour contourner la ville et ensuite pour rejoindre la côte à partir de Cusco, on a été plusieurs fois dans l'hésitation. Et on avait l'impression qu'on n'avait que des sortes de mauvais choix, en fait, des choix qui étaient rendus mauvais ou bien par l'état de la piste ou bien par la longueur. Et donc, pour nous, ça a été une route un peu interminable. Parce que entre ce qu'on a vécu avant Cusco, autour de Cusco et après Cusco, il s'est passé presque une semaine de route qui était assez pénible par certains côtés parce que très longue et plutôt difficile. Au-delà de la traversée ou du contournement de Cusco, cette route est quand même principalement une route de montagne qui offre de très beaux panoramas sur des vallées et des rivières. Il faut comprendre que la traversée des Andes à cet endroit-là, c'est pas juste une montée tout en haut d'une haute chaîne de montagnes unique et une redescente, c'est plutôt un parcours assez compliqué qui nous amène à contourner des massifs montagneux, à monter, redescendre, et parfois tomber sur des petites villes un peu brouillonnes dans leur plan de circulation. Et alors, il y a une particularité, c'est le nombre exceptionnel d'inscriptions à caractère électoral sur les murs.
Ben, en fait, on ne sait pas comment ils font après chaque élection, s'ils repeignent en blanc ou mais alors il y en a sur toutes les maisons. C'est très curieux. Qui anticipe déjà pour la plupart les Ouais! élections à venir dans 1 an, 2 ans, 3 ans, avec une présence absolument hallucinante. C'est-à-dire qu'il arrive qu'on traverse des villages Ouais, où ouais. presque toutes les maisons sont repeintes à l'effigie de l'un ou l'autre des candidats. Mmh, on a aussi les questions de circulation et les questions de véhicules qu'on croise sur les routes. Et ben ça, c'est pas si difficile que ça. Bon, bien sûr, on peste parfois quand on est, pris entre 2 camions, mais en général, c'est pas si difficile que ça parce que chaque véhicule va à sa propre allure et on arrive à des situations où on doit, mais finalement ça se fait assez bien, dépasser des camions en montagne. Alors ça paraît étonnant parce qu'on a nous-mêmes un véhicule qui est plutôt lent par rapport à d'autres, d'ailleurs on est nous-mêmes dépassés à l'occasion, mais il arrive qu'on fasse des choses qu'on imaginerait assez mal en France, c'est-à-dire qu'on dépasse des camions avec une visibilité quasiment nulle avant un virage de montagne, et finalement tout ça se passe relativement bien, parce que chaque véhicule semble simplement bien dans sa trajectoire, Oui, enfin, et les gens sont habitués en somme. je sais à quoi tu penses. Tu penses pas au petit Toretto aussi qui était à fond derrière un camion et Il qui y avait s'est mis ça. à doubler. Donc les Torettos, ce sont des tout petits, Ce sont des mototaxis. c'est des mototaxis, oui. Alors c'est Des des mobylettes plutôt. C'est pas des scooters, c'est des C'est mobylettes. des petits tricycles à moteur, mais ils sont quand même munis d'une boîte de vitesse. Mais ça a pas beaucoup de puissance, quoi. Et sur cette route, ils tentaient, et ils arrivaient à doubler les camions. Donc ça, c'était rigolo parce que nous, on s'infiltrait derrière. Et on arrive à voir parfois des camions qui se dépassent eux-mêmes avec des différentiels de vitesse très faibles. Il suffit d'avoir 2 ou 3 km/h de plus et on va trouver un moyen de dépasser le véhicule qui est devant. Donc c'est Ouais, enfin, toi, tu dis que ça se passe très bien parce que tu es du côté gauche et que tu vois bien. Moi, du côté droit, franchement, souvent, je lui dis, mais non, 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 tu peux pas doubler. Eh ben, ça passe, hein. Mais bon, en tout cas, c'est toujours passé jusqu'à présent. Notre présence ici l'atteste. On a des très beaux paysages, hein, parfois, des vallées. Je me souviens d'une matinée où on était notamment le long d'une rivière, hein, et cette rivière faisait comme des poches d'eau circulaires, hein, très très jolies, notamment vues du ciel. Il y avait de très nombreuses alpagas en fait aussi dans le lointain, et on était pratiquement tout seul. On prend parfois des stoppeurs. On avait pris cette fois une dame ils sont bébés. et son bébé qui allait d'une zone agricole à une autre. On croise pratiquement aucun véhicule de tourisme, hein, Non, en plusieurs jours. on a traversé la forêt pétrifiée. Alors parfois, oui, il y a des formations rocheuses qui sont suffisamment particulières ou pas pour être mentionnées par les guides touristiques, mais en vérité, il n'y a pas tant de différence que ça entre les zones qui sont mentionnées et qui deviennent éventuellement des points d'intérêt, et d'autres qui sont mentionnés par absolument personne et qui restent là au milieu de nulle part. On a là, entre Cusco et la côte pacifique, une sorte de no man's land touristique. Il n'y a absolument personne, il y a une vie locale, mais on ne voit plus du tout de présence touristique. Tout ça jusqu'à regagner la zone générale de Nazca. Bah voilà. On quitte, on ne sait pas, peut-être même définitivement, non pas les Andes, parce que les Andes se poursuivent sur une très grande latitude, mais on quitte les hauts plateaux, l'altiplano, qui nous a accompagnés depuis la Puna argentine jusqu'en Bolivie, du côté de San Pedro de Atacama et maintenant au Pérou. Donc ça fait 4 pays et on quitte cette région belle et très dure pour se diriger vers la côte atlantique à 2 ou 3 heures de route et 3500 ou 4000 mètres de dénivelé négatif à venir. Donc on est arrivé tout près de Nazca, de nuit, ça vous étonne pas. Donc on s'est garé, et là au moment de préparer le dîner, j'avais plus d'eau. Alors j'ai dit à Manu, bon bah c'est bizarre. Et le lendemain matin, on a eu vraiment une très belle surprise au niveau visuel. Ils nous vendent la vallée de la Luna à San Pedro de Atacama comme un endroit où il n'y a rien qui pousse. Il faudra qu'ils viennent voir ici parce que
pas terrible hein, en termes de végétation. Non, il n'y a rien du tout. On était devant une très très belle montagne qui s'appelle le Cerro Blanco. Et en fait, on s'est arrêté ici, on a dormi au pied complètement par hasard. On ne savait pas que c'était en fait une des plus hautes montagnes du Pérou. Disons, c'est même la plus grande dune de sable du monde. Et il est vrai qu'on voyage sans guide touristique. On échange surtout des informations avec les autres voyageurs. Et donc là, ça faisait un moment qu'on n'avait croisé personne et on ne s'est pas rendu compte que c'était un endroit très connu. On avait juste dormi là par hasard. Et donc la plus grande dune du monde, donc c'est plus haut que les plus grandes dunes du Sahara, c'est plus haut que les plus grandes dunes du désert de Namib, c'est quand même quelque chose. Et bien c'était juste là, à côté de nous. Alors d'ailleurs, il s'est passé quelque chose d'assez étrange, c'est que le lendemain matin, on est parti, et puis on a compris en fait ce qu'on avait raté, donc on est revenu une demi-heure plus tard, et donc on a fait une heure aller-retour pour revenir voir ce qu'on avait presque un peu Ça manqué. m'a permis de prendre du sable pour parce que approfondir. j'ai oublié d'en prendre. Oui, c'est une activité qu'on a aussi, une de nos nombreuses activités Qu'on fait illégalement, puisque corollaires bien sûr, on n'a au pas le droit de voyage. ramener tout ce qui est minéral des pays étrangers. Donc, nous, on prend à chaque fois qu'on peut des toutes petites anciennes boîtes de photos remplies de sable qui passent jusqu'à présent à l'aéroport. Et maintenant, on a une jolie collection, toujours en cours de réalisation, puisqu'on en cours voyage toujours. d'augmentation. Enfin, toujours est-il que le lendemain matin, Manu, après avoir regardé le paysage, me dit mais non, il y a de l'eau, donc c'est au niveau de la pompe à eau. Effectivement, il y avait un drôle de bruit au niveau de la pompe à eau. Et donc, là, ce sont les joies du voyage, et ben, il a fallu tout démonter. J'essaye de tester la pompe sur la batterie gel là, qui est plus ou moins hors service. Mais ça suppose d'accéder avec les fils et il manque 3 cm. On va tester un peu plus que ça va faire. Hein, ça. Vraiment, ça me fout les jetons. Parce que... J'appuie ? Ouais. Je pense qu'il tourne à vide là pour l'instant. Ouais, il tourne à vide. On entend tourner à vide. Non. Et je teste la pompe que je viens de rebrancher. Mais c'est quoi ? Je sais pas. En tout cas, c'est sûr. Et il y en a suffisamment encore pour que ça bloque complètement. Je sais pas, c'est du papier. Il y avait cette merde qui s'était foutue dans le tuyau. Tu peux parler correctement, on va être striké de YouTube. Faut pas employer le Mais il y avait cette saloperie Voilà. de merde, de trucs, on sait pas ce que c'est, qui s'était foutu dans le tuyau. Mais c'est un joint, et je la te pompe, dis. non, c'est plus qu'un joint, c'est un ballon de baudruche ou je sais pas quoi. C'est pas un joint, c'est un truc pareil. Ben, comment Mais- veux-tu qu'il soit arrivé dans le réservoir d'eau ? C'est un parchemin, c'est un message, je sais pas. C'est un Kleenex. Non mais c'est démentiel quoi. Ce truc c'était foutu dans le coude. Comment voulez-tu que la pompe elle fonctionne? T'es trop fort, mon chou, t'as trouvé. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Moi, je te dis que c'est un joint, non ? Mais non, ça peut pas être un joint à ce stade-là. T'as vu la taille du truc? Enfin, Manu, le réservoir d'eau, on l'avait entièrement vidé et nettoyé. On n'a jamais mis ça. Hein. Ah, ça marche! Bon, il y a un peu d'air dans le tuyau, mais... Yes! Et le temps de tout défaire et de tout remonter, ça nous a pris quand même quelques heures. Voilà, mais on s'en est sorti avec brio, puisque depuis, ça a remarché sans aucune difficulté pour le reste du voyage. Et puis un tout petit peu plus loin, quelques kilomètres plus loin, on s'est arrêté parce qu'il y avait sur Overlander, je crois,
plusieurs points d'intérêt. Donc là, on s'est arrêté et il y a un petit monsieur qui est sorti d'on ne sait où pour nous dire, avec des clés, en nous disant qu'il allait nous montrer certaines choses. Et c'était très intéressant. En fait, il avait dans ses poches plein de petits morceaux de poterie Inca. Bon, il nous a fait un petit cours privé sur les civilisations précolombiennes. On a un petit peu oublié ce qu'il nous a raconté, mais c'était bien. C'était sympathique. En tout cas, on voyait qu'il y avait des vestiges qu'on pouvait trouver encore aujourd'hui, simplement en fouillant un petit peu dans le sable. Alors nous, l'aspect archéologique n'est pas l'aspect principal de notre voyage, mais il se trouve que là, on était dans une zone qui s'y prêtait quand même absolument. Donc on est allé voir ce qu'on pouvait voir dans les environs immédiats. Donc on se trouve là près de Nazca. Et on a commencé par visiter un endroit où il y a des aqueducs et des puits, en fait, puisque on est toujours dans le prolongement du désert d'Atacama, dans une zone qui est considérée comme hyper aride. Et donc l'eau est une ressource vitale pour les habitants, et ceci depuis plusieurs millénaires. Et donc il y a les populations qui vivent là ont développé un grand savoir-faire dans la conduite de l'eau. Donc on a pu voir non seulement les aqueducs n'ont pas un côté très, très spectaculaire, d'autant qu'en fait il y a des voies souterraines pour conduire l'eau. Mais par contre, ce qui est surprenant, c'est le fait d'avoir creusé des puits qui sont des puits à ciel ouvert en quelque sorte, et qui se présentent sous la forme d'une succession de cercles concentriques qui permettent de descendre par étages successifs jusqu'au point d'eau. Donc ça, c'est très visuel et ça reste en l'état depuis plusieurs siècles. Enfin, la raison pour laquelle on se trouvait à cet endroit-là, c'était quand même pour voir les lignes de Nazca. Ces lignes, vous ne les connaissez peut-être pas, mais elles sont quand même, doivent être inscrites à un patrimoine quelconque, sans doute patrimoine de l'humanité de l'UNESCO, et je ne prends pas grand risque en disant ça. Disons qu'elles sont quand même assez connues dans l'histoire, et en gros, depuis les années 50-60, elles ont acquis un peu à la manière de l'île de Pâques une sorte de valeur mystico-touristique, puisque ce sont des constructions gigantesques, dont l'origine et la signification ne sont pas très bien connues, et donc on fait l'objet de nombreuses spéculations. Alors on a commencé par voir des géoglyphes déjà au Chili, et puis on a vu, d'ailleurs tout près du premier musée auquel on s'est arrêté, on a vu d'autres géoglyphes qui étaient plus récents, qui étaient moins connus, mais on a eu le sentiment d'entrer dans le Saint des Saints quand on est arrivé à la ville de Nazca. Quand on prend la route entre Nazca et Palpa, on se trouve alors entouré de géoglyphes. Et c'est ce qui nous a surpris déjà, c'est que ces constructions sont extrêmement accessibles. En fait, elles sont tout simplement des deux côtés de la route panaméricaine qui traverse l'Amérique du Sud pour remonter vers la Colombie. Donc en somme, même si on n'est pas intéressé par les lignes de Nazca, on a toutes les chances de les traverser à un moment ou à un autre si on traverse l'Amérique du Sud. Oui, alors si tu le sais pas, tu les vois pas forcément. Ah non, alors on les verrait pas forcément. On est Parce simplement qu'elles sont là au sol par définition. On est simplement là dans un environnement de désert et de montagne, mais il n'y a aucune barrière. On pourrait descendre à pied. De toute manière, il faut voir que ça représente des centaines d'hectares, donc c'est difficilement protégeable. Mais on est dedans. Et alors, il y a des lignes, des figures qui ont été très bien explorées, référencées, parce que, en fait, elles ont aussi été rendues célèbres par le fait qu'il y a eu une cartographie de ces lignes qui a été faite, ou plusieurs cartographies. Il y a une Allemande qui a commencé à faire ce travail dans les années 50-60, et un musée qui porte son nom maintenant. Mais ensuite, c'est devenu un objet de recherche à part entière. Donc c'est très bien cartographié, mais en réalité, chaque année ou presque, on trouve de nouvelles figures en s'aidant de nouveaux moyens de détection, parce que toutes les figures ne sont pas totalement visibles à l'œil nu. Pour certaines, il faut recourir à d'autres rayons que le spectre lumineux. Mais il semblerait qu'il y ait un entrelac de très nombreuses figures, dont certaines seulement ont été rendues visibles. Alors on est là au milieu de cet espace-là. Alors il y a aussi des fausses figures.
De plus, il y a des fausses figures, car c'est très facile de créer des géoglyphes. Ça prendrait quelques heures à une équipe un peu motivée de créer un nouveau géoglyphe. Tu vas m'expliquer? Je vais t'expliquer pourquoi les géoglyphes ont pu tenir si longtemps. Parce que ce qui est surprenant quand on se balade et quand on regarde du ciel, c'est qu'on voit des figures qui pour certaines sont assez effacées et d'autres qui sont en très bon état de Viens un conservation. petit côté parce que j'ai le soleil. Voilà. Et en plus, comme certaines ont été nommées l'avion ou l'astronaute, et puis il y avait toute une sorte de mythologie autour de ces lignes, on peut craindre presque le côté un peu faux ou factice. Et donc on peut en tout cas s'étonner sur le plan physique de la bonne conservation de certaines figures. Mais quand on voit, là on est en plein dans les montagnes où il y a la plus grosse densité de figures. Je pense même que tout à l'heure j'en ai vu une qui est à moitié effacée. Regarde comment ça se passe. En fait, tu as un substrat sableux blanc ici. Ouais. Là, je suis sur le talus donc j'abîme rien. Ouais. Mais sur ce substrat blanc, tu as des pierres comme ça, des pierres qui sont rouges. Ouais. Si tu les enlèves, très simplement, tu vas faire apparaître du blanc. En fait. Et ça, tu peux le faire sur des dizaines de mètres ou des centaines de mètres, c'est assez facile à faire. Mais c'est ce que je t'ai dit hier, c'est qu'ils enlevaient, parce que en fait ce caillou c'est de l'oxyde de cuivre. Oui, exactement. Ouais, et s'ils enlèvent l'oxyde de cuivre, et ben ça te fait des... Oui, mais si j'enlève ce caillou et qu'il n'y a personne pour contrôler, et que je le jette à côté, mais ça va rester comme ça pendant 1000 ans en fait. Écrit Isa et Manu pour toujours. Non, il pourrait y avoir de l'érosion liée au sable et à la pluie en surface comme ça va jamais faire revenir le caillou. Donc à un moment, c'est vrai qu'il y en avait une, c'était un chat. Donc on est allé voir, les gens ont pris des photos, etc. Mais moi, ça m'a quand même intriguée. Donc je suis allée demander aux gardes, parce qu'il faut payer 1 euro ou 2 euros, enfin 2 dollars. Mais... Et il m'a dit, mais non, c'est une récente en fait. Donc c'est difficile quand même de savoir si ce sont des vraies ou des fausses. Mais ce qu'on a trouvé plaisant pour ce qui nous concerne et pour le tourisme indépendant, c'est qu'on est relativement laissé en liberté et responsable de nos actes dans cet espace-là. Et en particulier, chose que j'ignorais tout à fait quand on est arrivé, on peut tout simplement dormir, bivouaquer au milieu des figures. Et c'est ce qu'on a fait. Alors très respectueusement, rassurez-vous, on n'a pas déplacé un seul caillou. On restait sur les pistes qui étaient déjà tracées. Mais ensuite, on pouvait tout simplement prendre le petit déjeuner en regardant les figures, être là, seul. Aussi parfois face à d'autres figures, tout simplement parce que le flux touristique est somme toute limité, il existe mais il n'est pas considérable et que, comme très souvent, les masses touristiques vont au même endroit, alors qu'ils sont peut-être les plus spectaculaires, mais il se trouve qu'à Nazca, le site est si vaste qu'on trouve assez facilement des figures un peu plus reculées, un peu plus difficiles d'accès, auquel on a accès pour soi tout seul. Alors c'est quand même, on trouvait que c'était à la fois étonnant et sympathique. Et puis on a le droit d'utiliser le drone. Et alors évidemment, c'est quand même rare sur le gâteau, on avait le droit d'utiliser le drone. Alors on aurait pu à la limite prendre, sans le dire à personne, la responsabilité de faire voler notre drone, mais on l'a demandé explicitement et on nous a dit non, tant que vous gênez personne, si vous êtes à un endroit où il n'y a pas de monde, vous pouvez faire voler votre drone tranquillement. Donc on a fait ça. Alors comme je vous ai dit dans une story, la plupart des gens regardent les géoglyphes de Nazca en prenant un petit avion qui n'est pas très très cher, mais nous ça nous embêtait quand même de consommer du kérosène pour ça. On s'est dit qu'on allait essayer de les trouver tout seul. Donc Manu et moi, on peut dire, on les cherche depuis ce matin avec le drone et on en a trouvé quand même pas mal. Et là, on est tout seul. On est très étonné que ce soit pas interdit. On va essayer de trouver le colibri. On était vraiment contents de pouvoir faire ça. Et on vous livre quelques images. Et il faut dire que ces images, elles ont une histoire particulière pour nous parce qu'on les a perdues. Parce que 2 ou 3 jours plus tard, en voulant filmer des pélicans,
au-dessus de la mer. Et bah devinez quoi? On a perdu le deuxième drone. Voilà, donc on se spécialise dans la perte des drones et cette fois-ci, bêtement, j'avais pas sauvegardé les images des jours précédents, donc on a perdu les images des lignes de Nazca. Alors, comment on fait pour vous montrer tout de même des T'en as images récupéré un petit peu à toi quand même, mais en mauvaise définition. Voilà, de deux manières différentes. D'abord, on vous montre, et on s'en excuse, des prises de vue en basse définition qui correspondent simplement au sort de preview, la prévisualisation en fait que le drone envoie au smartphone qu'il commande pendant la prise de vue. Donc on a une qualité dégradée, mais on a les prises de vue qu'on a faites nous-mêmes. Et puis, qui correspondent à cette chasse au trésor. On a rappelé nos petits copains belges, les cookies on the road. Et voilà, et comme on commence à avoir l'habitude de perdre les drones, on a redemandé à nos chers amis belges de nous aider. Et quelques semaines après nous, ils sont passés au même endroit et ils ont fait à peu près les mêmes plans que nous. Donc, c'est ce qu'on peut vous partager aujourd'hui. Voilà. À bientôt, on ne sait pas quand. En tout cas, merci parce qu'on a un public en or. On n'a pas perdu d'abonnés alors qu'on a arrêté de publier vraiment beaucoup de vidéos depuis un mois. Merci d'être toujours là au rendez-vous. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, de nous mettre des commentaires. On a commencé à y répondre, on est presque à jour. On vous embrasse et on vous dit à très bientôt. Salut.